Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de Charente Libre. Aujourd'hui, pour c'est l'invité, j'accueille Michaël Lablanche. Bonjour. Alors, Michaël Lablanche, donc vous êtes secrétaire départemental de la CGT, l'une des voix de l'intersyndicale ici en Exactement. Charente. Car ce lundi 6 février, c'est un contre-la-montre qui s'engage à l'Assemblée nationale. Les députés ont 10 jours, pas un de plus pour arriver au vote de la réforme des retraites. Vont-ils y parvenir au regard des 20 400 amendements déposés sur ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale? Vont-ils y parvenir encore alors qu'en parallèle, une nouvelle mobilisation sociale est prévue ce mardi 7, avant celle de samedi? Et enfin, vont-ils y parvenir quand le camp présidentiel doit composer avec un ministre du Travail fragilisé par des soupçons de favoritisme d'après une enquête du parquet national financier? Alors, Michaël Lablanche, dans ces premiers jours de discussion, les mobilisations sociales pourraient-elles s'avérer décisives? Disons qu'elles vont forcément avoir un poids déterminant sur la suite de l'aventure de ce projet de réforme. Si elles se maintiennent à des niveaux aussi importants que ce qu'on a connu sur le 19 janvier et le 31 janvier, forcément qu'à un moment donné, le gouvernement va devoir revoir sa copie et je dirais même entendre ce qui se passe dans le pays. La colère qui gronde, les salariés qui refusent très majoritairement cette réforme et qu'il va peut-être falloir que cette réforme, ils la mettent aux oubliettes et qu'ils passent à un autre sujet. Ah oui, alors on a pu voir que la mobilisation était très forte en Charente, comparée aux villes voisines, ne Oui. serait-ce que Poitiers, par exemple. On va voir quelques images là, justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que voilà, c'est un retour concrètement des syndicats sur le devant de la scène des mobilisations sociales après des épisodes de Gilets jaunes, où les mobilisations étaient un petit peu plus complexes, un petit peu plus indépendantes? Je pense que, contrairement à ce que le président Macron a voulu faire, c'est-à-dire sortir les organisations syndicales du jeu, aujourd'hui, elles reprennent complètement leur place parce qu'on se rend compte que c'est un interlocuteur essentiel pour négocier des projets. Par rapport à ce qui se passe et par rapport à la mobilisation qu'on a sur le territoire de la Charente, on se rend compte qu'il y a énormément de salariés qui sont, on va dire pour nous, des primo-manifestants, qui viennent gonfler les rangs des cortèges. Et je crois que ça traduit vraiment la compréhension qu'ont eu ces gens de ce qui est en train d'arriver. Après, je veux dire, aujourd'hui, quand on vous explique que vous allez travailler 2 ans de plus, vous comprenez tout de suite que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le projet qui est mis en place. Qui plus est, quand vous êtes une femme, vous avez un métier qui est déjà très souvent pénible, dans des carrières qui sont généralement incomplètes. Les caissières, les femmes qui sont dans l'aide à domicile et autres, elles ont bien vu qu'aujourd'hui, elles étaient pleinement concernées par ce sujet-là. Elles avaient été mises en avant par le gouvernement au moment de la crise du Covid. On les avait même félicitées. Et aujourd'hui, elles ne retrouvent pas quelque part, je dirais, une juste récompense aux efforts qu'elles ont pu faire. Et donc, on a beaucoup dans notre mobilisation, on a beaucoup de primo-manifestants. On a de la jeunesse qui est en train d'arriver également, qui est en train de se mettre, je dirais, en branle pour essayer de contrer cette réforme, parce que la jeunesse, elle est pleinement concernée par ce qui est en train d'arriver. Les précédentes réformes, qui étaient déjà des réformes malheureusement qui avaient réduit les droits, avaient entraîné des augmentations d'annuités. Là, un jeune qui aujourd'hui s'intéresse un petit peu à la question, s'il se rend compte qu'il va commencer à travailler à 23, 24, 25 ans, quand on lui ajoute 43 annuités à tout ça, il se rend compte qu'il va travailler à des âges qui n'ont, je veux dire, canoniques pratiquement. Donc cette prise de conscience-là de ces gens qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales et aux jeunes fait qu'on a une grosse mobilisation. Alors, mais justement, on peut parler des précédentes réformes, parce que c'est la 8e depuis les années 90, en somme. D'ailleurs, j'avais noté, c'est un projet de loi tous les 3-4 ans, en gros. Cette fois, elle vise d'abord à reculer l'âge du départ en retraite de 62 ans aujourd'hui à 64 ans en 2030. Par tranche de 3 mois à partir de ce 1er septembre. Exactement. Et sur ce point, Elisabeth Borne, elle l'affirme, ce n'est pas négociable. Oui, ça, vous savez, c'est comme dans toute, je dirais, négociation. Vous avancez des choses qui sont non négociables. Je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le niveau de mobilisation et de contestation il est aussi élevé, que vous avez toutes les organisations syndicales qui sont opposées à ce projet-là, et qui sont d'accord sur ces 2 points, c'est-à-dire l'augmentation de la durée de cotisation et l'allongement du départ en retraite, ces 2 points qui, pour nous, justement, sont les points les plus difficiles à accepter.
Et même si Mme Borne nous dit qu'elle qu'elle ne reviendra pas sur ces questions-là, je crois que l'histoire a aussi prouvé qu'on a eu d'autres premiers ministres qui, à un moment donné, nous ont dit qu'ils ne reculeraient pas et qui ont reculé. Le CPE, il a même été voté à l'Assemblée nationale et il a fallu, la mobilisation a encore été importante et a amené un succès des organisations syndicales avec un retrait du CPE. Donc j'ai envie de dire que même s'il y a une urgence aujourd'hui parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le débat parlementaire est relativement court par rapport à ce qui est en train de se passer, je crois que c'est aussi ça qu'il faut entendre, c'est que même si demain il était voté, ce projet de loi, la mobilisation, si elle continue, elle peut faire tomber cette réforme. Mais en cas de difficulté à faire passer le texte, le gouvernement a quand même en sa possession le 49.3. Oui, bien sûr, mais je vous le dis, c'est pas parce qu'un projet de loi est voté qu'il va forcément être mis en application. L'histoire du CPE nous l'a prouvé, il avait été voté par l'Assemblée nationale, il n'y avait pas eu de 49.3 à l'époque, mais la mobilisation avait perduré dans le temps, et à un moment donné, le Premier ministre et le président de l'époque avaient été obligés de reculer. Donc on en est toujours là, malheureusement, c'est que pour un certain nombre de choses, on sent que l'écoute n'est plus là. Je disais, le président Macron a choisi de sortir les organisations syndicales du jeu de la négociation, et pourtant, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un interlocuteur qui soit là pour pouvoir essayer de mettre les choses en place. Et quand tout le monde vous explique que ce que vous proposez, ça ne va pas dans le bon sens, il faut peut-être, à un moment donné, écouter, entendre et se dire, ben oui, on repart sur autre chose. Réformer les retraites, les organisations syndicales, elles ne sont pas contre. Notre système par répartition, il a besoin d'être défendu, il a besoin d'être solidifié, mais pas sur ce qu'on nous propose là, et pas avec les arguments qui sont déployés, notamment sur le financement, où là, c'est une litanie de différentes argumentations erronées, et sur lesquelles on ne peut pas s'opposer aux organisations syndicales lorsqu'elles s'appuient sur des éléments qui sont congrès, qui sont ceux qui sont établis par le corps ou par des économistes qu'on ne peut pas remettre en cause, et je crois que c'est ça aujourd'hui qui nous manque. C'est que je trouve dommage que dans ce pays, on ne soit pas capable de dire « Ok, je me suis trompé, on repart d'une page blanche et on se remet au boulot ». Et ça, des fois, ça ne nous ferait pas de mal quand même. Là, de ce côté-là, vous avez quoi en tête la mobilisation de 95, par exemple parce que c'est vrai qu'on l'a dit, la mobilisation est très forte. En Charente, on l'a vu, à chaque fois, bien sûr, il y a la guerre des chiffres entre syndicats et police, mais à chaque fois, on acte à peu près plus de 10 000 participants, grévistes. Voilà, ce qui joue, c'est aller chercher encore plus la mobilisation et... pourquoi pas ce 95 Oui, mais bien sûr, aller chercher plus la mobilisation. Alors c'est vrai que là, sur les semaines qui arrivent, nous, par exemple, on est dans une zone qui est en vacances, on sait que ça va peut-être être une difficulté par rapport à la mobilisation. Mais pour autant, tout le monde ne part pas en vacances, c'est aussi ce qu'on s'est dit. Donc on va forcément avoir des gens qui vont y venir. Le deuxième frein qu'on peut avoir, c'est la difficulté financière, parce que faire grève 3 fois en l'espace de 3 ou 4 semaines, ça peut être un frein, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, on a un grand nombre de salariés qui sont des salariés qui n'ont pas des salaires très élevés, donc ça fait un coût à la fin. Mais quand même, quand on discute avec les gens, on se rend compte qu'ils sont vraiment dans cette réforme. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est perdre leur temps et perdre 2 années de leur vie. Et je crois que les gens sont prêts à perdre du salaire parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à travailler jusqu'à 64 ans dans des situations qu'on peut tous connaître de par nos organisations et ce qu'on rencontre. Des femmes qui sont dans la santé, dans l'aide à domicile, dans le commerce, et les hommes qui sont dans des métiers pénibles, les travaux publics, le bâtiment. Bon, on voit bien que c'est des situations dans lesquelles ces salariés-là, très rapidement, quand ils passent les 50 ans, sont déjà dans des situations de santé précaires. Et donc, si on les amène jusqu'à 64 ans, on ne va pas les amener. De toute façon, on le sait aujourd'hui. Il y a déjà un salarié sur 2 à 60 ans qui n'est plus en activité. Donc, si on doit les amener jusqu'à 64 ans, ça va vraiment devenir problématique. On met ces salariés-là très souvent, entre guillemets, à la charge de la collectivité parce qu'ils sont mis en invalidité ou au chômage. Et il va falloir qu'on prolonge encore cette durée-là. Je ne vois pas comment, concrètement, on ne peut pas se dire à un moment donné, on revient sur le jeu de la négociation et on se remet au travail sur la question du sauvetage de cette réforme par répartition. Après, je crois que malheureusement, on est avec une idéologie en face de nous qui est assez claire. On a une idéologie qui défend le capital, qui est là pour acter le fait que la répartition des richesses, elle va rester telle qu'elle est, alors que ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. On nous avait promis en 2017, en tout cas ceux qui y ont cru,
qu'il y aurait du ruissellement des richesses, on peut se rendre compte que le ruissellement, aujourd'hui, c'est un filet d'eau, et encore, il est très maigre parce qu'il ne redescend pas partout, et qu'on ne profite pas des fruits de la richesse qui est produite en France aujourd'hui, qui sont beaucoup plus importantes, qu'il y a quelques années. Vous me parliez tout à l'heure des différentes réformes depuis 90. On va dire qu'il y a eu deux temps dans les réformes des retraites. Il y a de 45 à 80 où les retraites évoluent par rapport à l'âge, et c'est souvent un âge qui diminue et une durée de cotisation qui diminue. Jusqu'à 1982-83, la mise en place de la retraite à 60 ans, avec 37 annuités et demie. Et puis on a la deuxième partie, où là on est reparti dans l'autre sens, on va dire des contre-réformes, sous couvert de sauvetage d'un système par répartition, dont on voit qu'on est 40 ans après toujours en train d'essayer de le sauver. Je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment d'analyse des réformes telles qu'elles avaient été proposées et les conséquences qu'elles ont eues. Mais ces 40 années-là n'ont pas permis de remettre un système pérenne qui soit assuré fortement. Je vais vous dire, on a aujourd'hui des réunions publiques où on explique aux gens qu'on rencontre que la problématique, c'est une problématique de recettes. Vous et moi, on a un budget dans notre famille. Quand on a des rentrées, on a des sorties. À un moment donné, si les rentrées sont de moins en moins importantes, ça pose un problème pour les sorties. Sauf que là, les différentes décisions qui sont prises sur les exonérations de cotisations, sur la mise en place du CICE, tous ces cadeaux qui ont été faits aux entreprises, ça fait moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et à côté de ça, on est en train de nous expliquer qu'aujourd'hui, c'est les salariés qui doivent payer leur retraite. On ne peut pas continuer comme ça. On va expliquer, parce que vous l'évoquez, une autre mesure qui a été ajoutée, c'est cet allongement de la durée de cotisation. Donc, qui sera appliqué plus rapidement que prévu, que la loi Touraine. C'est ça, la réforme Touraine de 2014. De 42 ans aujourd'hui, la durée de cotisation passera à 43 ans en 2027. Au lieu de 2035, sur un rythme d'un trimestre supplémentaire exigé par an. Oui. Voilà. J'ai envie de dire, quand on nous a présenté cette réforme dans les premiers temps, on se dit toujours qu'il y a des grands gagnants au loto. Là, c'était les grands perdants du loto. Et notamment les gens qui arrivent dans des situations où ils se projetaient déjà sur un départ en retraite dans quelques mois, dans quelques années, où on est en train de leur expliquer qu'il va falloir qu'ils travaillent plus longtemps. Déjà, je pense que ça, intellectuellement, c'est compliqué à accepter quand on est sur des métiers en plus qui peuvent être physiquement très compliqués ou même psychologiquement. Tous les métiers ne sont pas physiquement durs, mais des fois, le stress et autres, ça peut entraîner une difficulté par rapport à son activité. Donc ça, c'est quand même une réforme où on explique aux gens, vous aviez un contrat social qui vous disait vous allez partir à tel âge, à tel moment à votre retraite. Non, finalement, on vous modifie encore le contrat et vous allez prendre 3 trimestres de plus pour un certain nombre. C'est normal que les gens n'acceptent pas, quoi. J'ai envie de dire, c'est comme si on vous disait, demain, vous avez un crédit de maison, vous avez fini de le payer, non, vous allez payer 3 mois de plus. Je pense que personne ne serait d'accord. Voilà, l'image est un peu simple, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, quoi. Alors, pour revenir justement un petit peu aussi sur la mobilisation aussi importante qu'il peut y avoir en ce moment, les planètes sont plutôt alignées. On a l'impression, parce qu'il y a quand même un ras-le-bol qui s'installe dans la société. Pour avoir couvert pour le journal les manifestations, on voit bien que ça va bien au-delà des retraites. C'est une manière aussi pour vous de jouer sur ces deux tableaux parce que le ras-le-bol est grand. On est presque de l'ordre des gilets jaunes. Mais j'ai envie de vous dire... Aujourd'hui, cette réforme des retraites, elle cristallise toutes les problématiques qui existent aujourd'hui dans la société. Parce que ça fait quand même déjà un petit moment que nous, on explique que les salaires ne sont pas suffisants, qu'il faudrait augmenter les salaires, que lorsque on explique que les conditions de travail ne sont pas bonnes et qu'il faut aller travailler pour les améliorer, tout ça, ça vient se conjuguer à cette réforme des retraites, la problématique du coût de l'énergie, la problématique du coût de l'alimentaire. Et quand vous avez une inflation, alors qui est à un peu plus de 6% sur le papier, mais quand vous prenez l'alimentaire, elle est à plus de 12, voire pratiquement à 15, et ça, les gens, ils s'en rendent compte, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos courses aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que ce que vous mettiez pour 100 € dans votre panier de courses, vous mettez beaucoup moins aujourd'hui. Et tout ça, ça vient gonfler, je dirais, la contestation, parce que à un moment donné, on est arrivé à un niveau de ras-le-bol qui est général et qui est vraiment important. Vous parliez des Gilets jaunes, qui avait été une première expression, j'ai envie de dire, d'une colère sociale et populaire importante.
Cette colère sociale, elle a quand même été très fortement réprimée. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'ont pu vivre ces gens-là. Alors ces gens-là, c'est pas pour les catégoriser, mais je veux dire, les manifestations de Gilets jaunes ont quand même été très fortement réprimées par le pouvoir. Et ça, c'est quand même quelque chose à un moment donné qu'il faut arriver à dénoncer. Parce que même s'il y a eu des exactions que nous, on peut dénoncer en tant qu'organisation pour se dire on n'est pas là pour aller casser les symboles de l'État, néanmoins, des gens qui perdent des mains, des gens qui se font frapper pour rien, des gens qui perdent un œil dans une manifestation, c'est pas normal. Et donc, toute cette colère-là, qui a été rentrée, et puis qui, par je vais dire, le fait du Covid a aussi mis un petit peu quelque chose sur la cocotte, eh ben voilà, c'est en train de ressortir. Et tout ce qu'on est en train de vivre depuis 12 mois, avec qui plus est la guerre en Ukraine, on a l'impression que tout s'est fait en Ukraine, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est produit, tout ce qui arrive chez nous, c'est fait en Ukraine. Alors on veut bien croire que la guerre en Ukraine, elle a induit une augmentation d'un certain nombre de coûts, mais c'est pas possible que tout soit expliqué que par la guerre en Ukraine. Voilà. Et c'est pas non plus en Ukraine que sont faits nos salaires aujourd'hui. Il y a quand même des entreprises aujourd'hui qui gagnent énormément d'argent et pour lesquelles, pour autant, leurs salariés, on voit pas le juste fruit. En tout cas, merci beaucoup, Mickaël, d'être revenu avec nous sur ces mobilisations et sur la réforme des retraites. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de C'est l'invité. Merci. Au revoir.